dans la continuité de ce que tu développes, les points 5 et 6. Alors, point 5, c'est l'idée que, on parlait d'intelligence collective, que les réunions, Ouais. les réunions sont des moments essentiels. C'est les moments où on coordonne l'intelligence collective. C'est pas juste on se parle. C'est le moment où nos cerveaux se pluguent et on a un temps donné pour se dire ce qu'on a à se dire. Et on a et ces réunions répondent à des besoins. Donc, ça peut être un besoin, c'est on doit très souvent au quotidien, une équipe elle a besoin de se synchroniser. Donc, se dire où on en est. Peut-être justement voir s'il y a des tensions, ça fait s'il y a des tensions et les traiter très vite, on appelle ça la synchronisation. Donc on a des outils, des pratiques d'équipe pour ça, une pratique pour synchroniser et traiter nos tensions. Et ça devient une habitude et un savoir-faire que l'équipe acquiert et qui l'a fait gagner d'ailleurs en efficacité très vite. Rien à voir avec les réunions que tout le monde vomit en entreprise ou En tout cas, je n'ai pas commencé dans les... Ouais, c'est vrai moi, ça fait longtemps que je travaille plus en entreprise, mais j'ai vécu ça. Où finalement, c'était des heures passées à pas grand-chose. Beaucoup de présentations. Ouais, en fait, souvent, classiquement, l'agilité a vraiment changé ça, parce que l'agilité, c'est aussi un principe agile, ce que je dis. Mais classiquement, moi j'ai vu des comités de direction où en fait c'est une réunion de reporting au chef. Et donc c'est un tour de table où chacun raconte ce qu'il a dit. Mais en fait, si moi je suis à côté de mon voisin, j'ai pas grand-chose à voir avec ce qu'il raconte. En gros, j'attends mon tour. On a un peu de top-down de notre chef nous raconte ce qui s'est passé au-dessus. Bon, c'est toujours intéressant et utile, il faut continuer de le faire. Mais il n'y a pas fondamentalement d'objets liens qui nous rassemblent et de co-création et de dépendance. On ne traite pas nos tensions, bref. On n'est pas en train de synchroniser une activité, là, on est en train de se raconter. Voilà. Et il y a en réalité des synergies qui ne se font pas. Il y a des conversations qui n'ont pas lieu alors qu'elles devraient avoir lieu. Ce n'est pas un lieu de convergence et de traitement de l'intelligence collective. Ça devrait être le cas. Alors, on va pratiquer, on va créer, donc on va synchroniser, on va par exemple créer de la clarté, se représenter le match. Je suis un codir d'une boîte de 10 000 personnes. Il se passe quoi dans les 3 prochains mois? Qui livre quoi? En fait, je sais pas souvent, les gens sont pas très clairs. Mes collègues qui pilotent chacun une direction, une entité, un département, ce qui eux-mêmes vont livrer, c'est pas évident pour moi. Et donc, si juste je peux le voir visuellement, le comprendre rapidement pour anticiper les interdépendances avec mes équipes, comprendre où ils sont dans leur tête et qu'on a un outil simple pour le visualiser, en fait, c'est extrêmement valorisant. C'est vraiment utile. Alors ça, on est dans la synchronisation, mais ça peut être aussi prendre des décisions. Tiens, est-ce qu'on lance oui ou non le projet X sur lequel on investit, je sais pas, 10 millions d'euros? Ou même ou plus bas dans l'échelle, des choses beaucoup plus triviales. Mais est-ce qu'on décide des choses qu'on doit porter collectivement? Pas le chef qui décide, mais est-ce qu'on doit porter un sujet qu'on veut porter collectivement? Eh ben, on va publier des processus de décision par consentement issus de notre fameuse sociocratie, mais qui sont tout d'un coup, qui amènent une discipline. Parce qu'avant, dans ce comité de direction, peut-être, c'était les plus anciens ou ceux qui ont le plus de bagou qui... parce qu'ils sont là depuis toujours, prenaient la parole et imposaient leur point de vue, ou c'était le patron qui décidait à la fin, etc. Alors, il y a des sujets sur lesquels il faut que le patron tranche, et ça, il faut bien les distinguer. Puis, il y a des sujets sur lesquels c'est mieux qu'on décide vraiment ensemble. Et d'ailleurs, pour le dirigeant, c'est ce qu'il souhaite, qu'on décide ensemble, parce qu'on va le porter et l'assumer ensemble. Donc, mais il y a toujours les deux qui coexistent, mais dans ces cas-là, on amènera une discipline, c'est-à-dire un temps de parole distribué, s'assurer que chacun puisse s'exprimer, vérifier que chaque personne a une objection, et s'il y a des objections, les challenger. Je me souviens avoir vu comme ça des gens un peu charismatiques, voilà, un peu on les voit, on les visualise là dans les équipes, qui avaient l'habitude de s'imposer, puis tout d'un coup se dire ah zut, c'est pas mon tour de parler, ou alors dire ah zut, c'est pas une vraie objection, et se retenir parce qu'il voyait la pertinence du truc, il voyait la valeur, il se flashait lui-même en train de réagir et d'imposer son idée, et tout d'un coup il se voyait comme un miroir. Et la personne n'avait aucune intention de faire ça. En fait, elle n'était pas consciente qu'elle fonctionnait comme ça. Les autres le voyaient, mais elle n'était pas consciente. Et l'outil lui donne la capacité. Donc, ces outils sont agissants d'un nouveau modèle culturel et d'une manière de piloter l'entreprise, parce ils véhiculent en fait plus de conscience de soi, de conscience sociale, de compétences sociales, où je me vois en action en train d'être dans ma manière d'engager avec le collectif. Il me renvoie cet effet miroir et il m'invite à faire attention à ma manière d'engager et d'être à l'écoute. Et si la parole était un plat, il faut quand même qu'on le répartisse. Je ne veux pas tout prendre. Et donc, dans ma manière d'être en présence, en qualité de présence, d'interaction, d'écoute, de prise de parole, de laisser la parole. Et donc, on monte une intelligence collective déjà par la posture. Et donc, ces outils, prise de décision, synchronisation, stratégiser, définir nos objectifs, apprendre, relire nos expériences, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon. Voilà, il y a différents grands champs d'activité qu'on retrouve et qui ont tous des outils, des méthodes qu'on amène. Okay. Et donc, ce qu'on met en place, c'est un facilitateur dans chaque équipe. Ça, c'est un truc important et très structurant. C'est que dans les équipes, il n'y a plus forcément seulement le manager qui anime, mais en fait, il y a un facilitateur qui est
la personne qui est un peu le garant de l'intelligence collective et qui anime la réunion. C'est plus le manager qui anime. Et donc le manager, le directeur, la personne qui était historiquement qui animait, peut vraiment se concentrer sur le fond. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Est-ce qu'on est au bon niveau des discussions? Est-ce qu'on est sur les vrais sujets? Est-ce que comment est mon équipe? Est-ce que les gens sont dedans? Il peut observer. Et puis, bien sûr, trancher quand c'est évidemment. Donc, quand c'est le moment de trancher. Si c'est le processus de décision qui est retenu. Et en fait, ensemble, on met la conscience sur la manière dont on se parle pour arriver à l'objectif qu'on a ensemble. Et on monte le niveau. Donc, par exemple, un des effets de ça, on avait des comités de direction de grandes entités dans des entreprises où on parle de plusieurs milliers de personnes. Ces comités de direction étaient permanents, pratiquement 5 jours sur 7 en réunion. Pratiquement. C'est-à-dire du matin au soir, tout le temps en réunion. Tout le temps. Parce qu'il y a tellement de trucs à voir. Et en fait, ils gagnent 1-2 jours par semaine de temps de réunion parce que simplement en ayant amélioré les processus. Stéphane, avec qui j'ai écrit le bouquin, et lui, il a gagné 1 jour par semaine de temps. Pas juste de réunion, de temps global, par l'efficacité organisationnelle, le temps en réunion, etc. Il a dégagé 1 jour par semaine en tant que dirigeant d'une entité. C'est énorme. Tant qu'il a consacré à aller voir ses équipes sur le terrain, dans les usines, ça etc. fait 20% de productivité. 20% de productivité, meilleure qualité de vie. Et c'est vraiment, il écrit, le partage. Ok, c'est cool. Ça veut dire aussi que le manager tel qu'on le conçoit, il n'existe plus dans ce schéma-là. Il existe, il a un rôle. Alors, il existe, il a un rôle clé. Donc, le rôle du manager, il va vraiment basculer sur le tout. C'est-à-dire que si on est dans cette vision de Lolon, là, le niveau de cohérence dont moi j'ai la responsabilité, j'ai vraiment cette vision d'ensemble. Est-ce que cet ensemble-là va bien? D'accord. Est-ce que cet ensemble-là joue au bon niveau? Dans son écosystème, est-ce qu'il est compris, etc. Donc il a un rôle clé d'interface avec l'écosystème. C'est lui qui remonte les tensions au niveau du dessus. C'est plus un capitaine d'équipe qu'un manager. C'est plus un capitaine, c'est plus. Alors on parle beaucoup du leader coach. C'est vrai qu'il y a un côté coach parce qu'il a fondamentalement intérêt à ce que les personnes dans son équipe montent en maturité, en compétences, en motivation, donc en énergie, pour prendre les rôles qui a besoin d'énergiser. Et donc, il va être aussi un accompagnant de ces personnes pour les faire monter. Mais il va aussi chercher le plus possible à leur donner de l'autonomie dans leur rôle, pour que ces personnes, dans leur rôle, décident elles-mêmes de leur sujet, sur leur périmètre, qui sont définis justement dans ces rôles. Rôles qui sont d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais qui sont évolutifs, adaptatifs. C'est-à-dire que la définition des rôles d'aujourd'hui, c'est pas celle de dans 2 mois ou dans 6 mois, forcément. Il y a des micro-ajustements. C'est ce que tu as expliqué. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ces rôles, voilà, ils sont évolutifs, je tiens à préciser.